On va maintenant parler des angles de l'air. Alors les angles de l'air sont importants à développer, je leur ai fait une section dédiée, parce que c'est une représentation en 3 dimensions avec 3 angles, donc il n'est pas toujours facile à bien se mentaliser. Donc on va y dédier ici une petite section, parce qu'après je l'utiliserai justement pour faire le calcul complet de la dérivée vectorielle, et pour avoir une version complète du vecteur oméga qu'on a déjà présenté dans la première partie. D'accord? Alors ici j'ai présenté un repère classique x, y, z, et il faut se dire que lorsque l'on est dans un système en 3 dimensions, il y a des articulations telles que par exemple des rotules qui peuvent permettre des directions, des rotations. Vous voyez, comme pour mon poignet, je peux avoir des rotations selon différents angles. Donc il faut que je sois capable de raconter ça de manière mathématique. Une des façons de le raconter, c'est d'utiliser les angles de l'air. Alors les angles de l'air, c'est 3 transformations autour de 3 axes que je vais raconter maintenant. Alors la première rotation, elle va se faire autour de l'axe Z. Bon, ça veut dire que si je tourne autour de l'axe Z comme ceci, je vais tourner ici, transformer tous mes axes ici en X' et Y'. Donc il faut bien se dire ici que tous mes dessins sont en perspective. Donc j'ai tourné ici d'un angle psi. Voilà, donc là j'ai l'angle psi autour duquel je vais tourner. Donc ça c'est ma première rotation. Ok ? Une fois que j'ai fait cette première rotation, je vais tourner d'un angle θ autour de l'axe X', du nouvel axe X' que j'ai ici. Alors il faut bien faire attention, moi je garde le sens direct de notre convention tout au long de mes raisonnements, dans toutes les vidéos, tous mes angles, sauf ce cas particulier, sont toujours décrits dans le sens direct. Et donc là, je vais faire une rotation autour de l'axe X' d'un angle θ. Alors si je tourne autour de l'axe X', ce qui va se passer, c'est que je vais avoir cette fois-ci l'axe Z qui va basculer lui aussi d'un angle θ. Donc ça veut dire que cette fois-ci, je vais avoir l'axe Z qui va avoir sa nouvelle image X', parce que j'ai ici tourné d'un angle θ. Et je vais aussi avoir le vecteur Y' qui lui aussi va basculer d'un angle θ. Donc voilà ici, je vais donc avoir ici y seconde, x' reste tel qu'il est. Donc là j'ai tout tourné d'un angle θ. Donc vous voyez, ça commence déjà à être un peu difficile pour bien se représenter les choses en 3D. D'accord? Donc il faudra bien prendre le temps ici de revisualiser la vidéo pour justement se faire à l'idée de ces différentes rotations. Alors, je répète, j'ai tourné dans le plan XY d'un angle φ, d'accord, autour de l'axe Z. Ensuite, dans le nouveau plan X', Y', cette fois-ci, vous voyez, j'ai tourné autour de l'axe X', ce qui a fait basculer Z' selon θ, et ce qui a fait basculer ensuite Y' en Y seconde. Et maintenant, je vais faire une dernière rotation autour de l'axe Z' d'un angle φ. Donc je vais tourner ici autour d'un angle φ. Donc du coup Z' va rester tel qu'il est. L'axe X', lui, va tourner comme ceci. Donc là, je vais avoir l'angle φ qui va être ici. Donc là, je vais avoir x seconde. Et ensuite, je vais avoir mon vecteur y seconde qui lui aussi va tourner, voilà, ici comme ceci, d'un angle φ. Voilà, et donc là, j'aurai mon vecteur y3. Voilà, donc là, voilà comment se fait la rotation en utilisant ces 3 angles de l'air qui sont psi, θ et φ. Voilà donc ici pour la visualisation en 3 dimensions. On voit donc, comme d'habitude, qu'il est plus facile de se représenter les choses dans des problèmes plans. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais raconter chaque situation à l'aide de problèmes plans, ce qui va me permettre de donner des figures de projection qui seront très utiles pour la suite des calculs. Regardons maintenant chaque rotation vue selon le plan qui est orthogonal à l'axe de rotation. Souvenez-vous, dans la première rotation, je tourne autour de l'axe Z d'un angle φ. Donc si je fais cette rotation, je vais donc avoir ici la nouvelle image de l'axe X', la nouvelle image de l'axe qui est Y', et là j'aurai parcouru l'angle psi à chaque fois. Voilà. Donc ici, première rotation d'un angle psi. Comme j'ai dit précédemment, une fois que cette rotation est faite, la seconde rotation de θ va se faire autour de l'axe X'. Donc ça veut dire que dans la seconde figure plane, l'axe de rotation ici est X'. Donc si l'axe de rotation ici est X', il va falloir que je positionne ensuite mes deux autres axes, donc c'est-à-dire
il va falloir que je positionne mon nouvel axe Y' et mon axe Z. Toujours dans l'idée ici d'avoir un trièdre direct. Donc si j'ai un trièdre direct ici, on voit que je vais de X' vers Y' et ensuite de Y', je tourne toujours dans le sens ici anti-horaire, je vais donc avoir Z. Donc ce que je vais faire ici, je vais donc ici dessiner mon vecteur ici Y' et là je vais donc avoir mon vecteur Z. Ensuite, à partir de là, je fais une rotation d'un angle θ et en faisant la rotation d'un angle θ, je vais donc avoir le vecteur Y seconde ici et l'axe Z' ici. Donc là, j'ai parcouru l'angle θ. Une fois que ça c'est fait, du coup, je vais donc avoir une dernière rotation d'un angle φ, souvenez-vous, qui était autour ici de l'axe Z'. Donc ça veut dire que l'axe que je vais avoir ici, ça va être l'axe Z'. Et pareil, je vais mener ma réflexion au niveau des axes ici. Donc qu'est-ce que je vais voir? Eh bien, je vais voir l'axe X' qui va être ici et l'axe Y seconde qui va être ici. Et à partir de là, je vais faire ma dernière rotation d'un angle φ. Donc je vais donc ici avoir le nouvel axe ici X seconde, l'angle φ, et puis ici le nouvel axe X tierce. Voilà. Donc là j'ai parcouru mon angle φ. Voilà. Et donc ce sont ces trois figures planes sur lesquelles on s'appuiera par la suite pour justement décrire un vecteur d'un solide, du repère d'un solide quelconque, pour justement l'exprimer en fonction de ces trois angles de l'air, psi, θ et φ. Alors je vais le faire ici en remarque parce que je pense que c'est intéressant de l'écrire à chaque fois. Donc je vais avoir ici une première matrice de transformation autour d'un axe Z, donc autour de cet axe ici, donc dans cette base-là. Je vais donc me retrouver ici avec du 1, 0, 0, 0, 0. Ensuite, je vais avoir du cos psi, sinus psi. Et là, je vais avoir du moins sinus psi, cosinus psi. Voilà pour la première matrice. Ensuite, si je prends la deuxième matrice, ici, je vois que je tourne autour de l'axe X' dans cette nouvelle base. Donc, je vais avoir ici 1, 0, 0, 0, 0. Et ensuite, je vais tourner d'un angle θ. Donc, je vais voir ici que je vais avoir le cos θ, le sinus θ, le moins sinus θ, et puis ici, le cosinus θ. Et enfin, dans la dernière matrice ici, je tourne d'un angle φ autour de l'axe Z'. Donc du coup, l'axe Z', il est toujours ici, donc là j'ai 1. Et ensuite, je vais me retrouver avec les nouvelles projections. Donc je vais avoir du cos φ, sinus φ. Et ensuite, je vais avoir du moins sinus φ, cos φ. D'accord? Donc vous voyez des automatismes qui se mettent en place, c'est-à-dire qu'à partir du moment où pour un axe donné, j'ai identifié mes figures de projection, le motif ici va toujours être le même, il suffit juste de savoir où se situe l'axe Z sur ma figure plane pour bien représenter ici les données sous forme de matrice. Donc ça veut dire que si maintenant je veux aller dans le nouveau repère ici, X seconde, Z', Y tierce, eh ben, j'aurai juste à faire le produit de ces trois matrices. D'accord? Donc ça veut dire que en faisant un vecteur fois cette matrice-là, je vais avoir la représentation ici. Ensuite, fois cette matrice-là, je vais ensuite avoir la représentation qui va être ici. D'accord? Donc voilà pour les angles de l'air. Ça, c'est juste pour un complément d'information. On n'aura pas trop besoin de les utiliser pour l'instant. Ça, ce sont les figures planes, par contre, qui seront très utiles pour la suite du calcul. Donc à avoir en tête pour le développement suivant. Alors on va arriver au grand 3 où maintenant on va s'attacher à déterminer la vitesse d'un point d'un solide en utilisant les outils de dérivée vectorielle que l'on a vus précédemment et aussi les angles de l'air. Alors ici j'ai représenté un repère R0. Dans ce repère j'ai un solide S qui sera en mouvement et à ce solide S je vais attacher le repère R1. Donc ici rien de nouveau par rapport
à ce qu'on a fait précédemment. Et là, je vais utiliser les angles de l'air pour voir comment les trois transformations avec les angles de l'air me permettent de passer du repère R0 au repère R1. J'aurai donc des figures de projection qui me permettront d'écrire les vecteurs du repère R1, fonction éventuellement de ceux du repère R0, et ça sera très utile pour les calculs de dérivées vectorielles. Donc là, on va arriver dans une phase un peu longue au niveau des calculs. Je vais essayer de bien la détailler pour que vous puissiez après reprendre les calculs dans la vidéo comme vous voulez. Alors dans un premier temps déjà, je vais appliquer ce que j'ai fait sur les angles de l'air à mes repères ici. Donc ça veut dire en fait que je vais partir de mon repère R0. Donc ici j'ai X0, Y0 et Z0. Et je vais faire ma rotation d'un angle phi. Donc si je vais faire ma rotation d'un angle phi ici, je vais donc, alors je vais le faire plutôt même en 2 dimensions ici avec les figures planes, ça va être beaucoup plus clair. Bon, je vais tourner autour de l'axe Z0 puisque c'est comme ça qu'a été définie la première rotation. Donc si je tourne un angle psi autour de Z0, je vais donc me retrouver ici avec un repère intermédiaire pour lequel je vais donner les vecteurs U et V. Ensuite, je sais que avec les angles de l'air, une fois que j'ai fait la rotation d'un angle psi, je vais faire une rotation de θ autour de ce nouveau vecteur. Donc ça veut dire que je vais faire une nouvelle figure plane où je vais avoir ici le vecteur U et ensuite je vais reproduire les deux vecteurs restants qui sont le vecteur V et le vecteur Z0. Donc je vais avoir ici le vecteur V et ensuite ici le vecteur Z0. En faisant ça, je fais une rotation d'un angle θ. En faisant la rotation d'un angle θ autour du vecteur U, je vais obtenir mon premier vecteur Z1 ici. D'accord? Et un nouveau vecteur ici que je vais appeler W. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire ma dernière rotation d'un angle phi. Donc si je fais ma dernière rotation d'un angle phi ici, je vais la faire, je me souviens, autour de ce vecteur ici. Donc je vais faire une rotation ici autour de l'axe Z1. Donc je vais avoir ici l'axe Z1 qui va être ici. Et ensuite, je vais avoir ici mon vecteur U qui va être ici. Et mon vecteur W qui va être ici. Et je vais tourner d'un angle phi. Et en faisant la rotation d'un angle phi ici, je vais avoir du coup deux nouveaux axes. Je vais avoir donc ici X1 et ici je vais avoir Y1. Voilà, en faisant ma rotation d'un angle phi. Donc on voit ici que si je veux pouvoir revenir à la base R0, il suffit en fait d'exprimer X1 et Y1 en fonction de U et de V. Comme ça ensuite, ici j'aurai en fonction de U et de W, pardon. Ensuite ici, j'aurai l'expression de W que je pourrais projeter ici, etc. jusqu'à revenir dans la base Z0. Donc on voit ici par exemple que l'écriture matricielle pourra être assez utile. Alors nous, on n'aura pas besoin dans nos calculs parce qu'on n'ira pas jusqu'à la projection de R0, on verra dans la dérivée vectorielle, on peut s'arrêter juste avant. Donc on pourra faire les outils de projection classiques. Voilà, donc ça il faut bien l'avoir en tête parce que je vais l'utiliser par la suite. D'ailleurs, je vais en garder quelques-uns au tableau. Je vais les utiliser pour du coup faire mon calcul de dérivée vectorielle et déterminer la vitesse d'un point du solide S dans le repère R0. Et on verra qu'on pourra démontrer comme ça de manière calculatoire l'expression d'oméga que l'on avait deviné en faisant le premier calcul avec une seule rotation. Alors, nous allons maintenant calculer la vitesse d'un point d'un solide en utilisant les outils de calcul qu'on a développés jusqu'à présent. Donc, je vais prendre mon point M qui est ici. Et ça, le démarrage va être exactement pareil que la première fois qu'on a fait la dérivée vectorielle. D'accord? C'est-à-dire que je vais avoir ici mon vecteur O1M qui a donc les composantes X1, X1, plus Y1, Y1, plus Z1, Z1. D'accord? Et ensuite, je vais dériver ça dans le repère R0. Donc ça veut dire que si je dérive ça dans le repère R0, le calcul va être identique
à la fois précédente. Ça veut donc dire que je vais avoir ici d de O1m sur dt dans R0, qui va donc être égal ici à d de x1 sur dt x1, d'accord, plus d de y1 sur dt y1, plus d de z1 sur dt z1. Et enfin ici, je vais avoir la suite du calcul. Donc je vais avoir ici du x1 d de grand x1 sur dt. Donc ça va être cette partie-là qui va être importante. Plus y1 d de y1 sur dt. Plus ici, je vais donc me retrouver avec du z1 d de z1 sur dt. Voilà. Donc là on arrive dans la partie ici où il va falloir déterminer en fait les dérivés de x1, de grand y1 et de z1, cette fois-ci en fonction des angles de l'aire. Alors, les calculs ici peuvent être assez longs et répétitifs. Je vais le faire dans un premier temps pour le vecteur grand x1 et on verra si on peut en ressortir une généralité. D'accord? Donc les figures de changement de base que j'ai faites précédemment, là, vont être très utiles et je vais les reporter ici. Donc ce que je vais faire dans un premier temps ici, dans la suite de la vidéo, on va calculer la dérivée de dx1 sur dt dans le repère R0. Voilà. Donc ça, c'est important de le rajouter ici d'un point de vue rédactionnel. Je vais tout dériver dans R0. D'accord? On va donc essayer de refaire apparaître un produit vectoriel comme on l'avait fait dans le cas d'une rotation simple la première fois. On va maintenant se concentrer sur la dérivée de d grand x1 sur dt. Alors d grand x1 sur dt ici, il dépend des trois vecteurs de l'aire, donc de psi, de θ et de phi, c'est-à-dire que si je veux aller jusqu'à x1 en partant de la base 0, il faut que je fasse les trois rotations autour de ces trois axes, d'accord, et en fonction de ces trois angles. Donc ça veut dire que le vecteur x1 est fonction de ces trois angles. Je vais donc pouvoir ici écrire la dérivée de cette manière-là. Donc toujours par rapport à R0. Ok. Ensuite ici, je vais toujours continuer à décomposer. Et enfin, la dernière composante. Et voilà. D'accord? Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de calculer chacun des termes que j'ai ici. D'accord? Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Il va donc falloir que j'ai une représentation, cette fois-ci, de grand X1. Donc il va falloir que je projette grand X1 pour la suite du calcul. Alors, on va se concentrer ici sur la dérivée de x1 par rapport à psi. Donc, j'ai représenté déjà x1 dans la première base, fonction de l'angle phi, et ensuite je vais continuer à projeter. Donc là, je vais pouvoir projeter w dans la base en fonction de l'angle θ. Donc, je vais continuer mon calcul ici. J'ai donc x1 qui est égal à cosinus phi u plus sinus phi et w qui est égal à cos θv plus sinus θ Z0, d'accord? Donc vous voyez, en fait, bien connaître vos projections dans les figures de changement de base, c'est utile, parce qu'après vous n'avez plus qu'à injecter directement les résultats. Il faut bien entendu faire attention à vos angles, mais une fois que vous avez bien l'habitude, ça vaut le coup de connaître ça. Maintenant que j'ai ça, je vais faire une petite distribution. Donc je vais avoir du cosinus phi u, sinus phi cosinus θv, plus sinus phi sinus θ Z0. Alors, je pourrais très bien continuer à me dire, bah maintenant super, je vais projeter dans la nouvelle base en fonction de psi, comme ça je pourrais tout dériver par rapport à psi, mais on ne va pas avoir besoin de le faire ici. Pourquoi? Parce que les angles U et V sont représentés en fonction de psi, et souvenez-vous, dans les figures de changement de base, si je dérive U par rapport à psi ici, je vais tomber sur V. Et si je dérive V par rapport à psi, je vais tomber sur moins U. D'accord?
Donc ça veut dire ici que je n'ai pas besoin de réécrire tout dans cette base-là, puisque de toute façon, les vecteurs u et v, lorsque je vais les dériver par rapport à psi, je vais obtenir ici du v, là je vais obtenir du u. D'accord? Et ça, fonction de psi, puisqu'on tourne autour de z0, ben, tout ça, ça va faire 0 ici. Donc je n'ai pas besoin de projeter plus loin ici dans mon calcul. Je vais donc démarrer la dérivée de xi1 par rapport à psi, dans le repère R0. Donc cos phi c'est une constante par rapport à psi, donc je le garde ici. La dérivée de u ici, ça va me donner v. Donc je vais avoir du cos phi v, d'accord, plus sinus phi cosinus θ. Et il faut que je fasse la dérivée de v. Alors la dérivée de v ici, on va quand même le poser par écrit. V ici, c'est égal à moins sinus psi x0 plus cosinus psi y0. Si je le dérive par rapport à psi, on voit en fait que le moins sinus va me donner du moins cos. Et le cosinus va me donner du moins sin. D'accord? Donc on constate bien ici que l'on obtient ici moins u. D'accord? Donc là, je vais pouvoir remplacer mon vecteur v ici par du moins u. Voilà. Et ça ici, ça fait le vecteur nul. Donc voilà, j'ai ce résultat-là pour la dérivée de x1 par rapport à psi. Je vais pouvoir l'exploiter ici pour la suite de mon calcul. Alors, on va essayer maintenant de faire apparaître un produit vectoriel. Alors, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était que pour la composante selon psi. D'accord? Donc je ne le referai pas pour les autres angles θ et phi, c'est exactement la même méthode. D'accord? Donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est que je vais essayer de faire apparaître un produit vectoriel. Ok? Avec éventuellement, dans la formule finale, le psi point. Donc comme j'ai dérivé par rapport à psi, ça veut dire que je tourne autour de z0. Donc j'aimerais bien faire apparaître un produit vectoriel avec z0. D'accord? Donc idéalement, je voudrais du z0 vectoriel x1. Donc je vais calculer ici z0 vectoriel x1 et on va voir ce que ça permet d'obtenir. Alors z0 vectoriel x1, je vais reprendre x1. x1 ici, c'est donc égal à du cos phi fois u plus sinus phi w. D'accord? Ensuite, ici, je vais faire mon produit vectoriel. Donc je vais avoir du z0 du cos phi z0 vectoriel u plus sinus phi z0 vectoriel w. Ensuite, je vais déterminer chacun des produits vectoriels. Donc si je prends chacun des produits vectoriels ici, z0 vectoriel u, où est-ce que je pourrais localiser? Ben tiens ici, z0 vectoriel u. Si je regarde, z0 vectoriel u, ça doit donner un vecteur orthogonal à z0 et à u. Ça sera donc le vecteur v qui est ici. Je vais donc me retrouver ici avec du cosinus phi v. Ensuite ici z0 vectoriel w, alors celui-ci un petit peu moins intuitif puisque je me retrouve dans ce cas ici, donc je vais pouvoir l'expliciter, ça sera mieux ici. Alors là j'ai oublié le phi. Je vais donc avoir ici sinus phi. Et z0 vectoriel w, ça va obligatoirement ici donner un vecteur qui est orthogonal à z0 et w. Un vecteur orthogonal à z0 et w, on voit c'est obligatoirement u. Donc déjà ici, je pourrais mettre le vecteur u. Ensuite, devant le vecteur u, je vais mettre la norme du produit vectoriel. La norme du produit vectoriel, c'est ici norme de z0 fois la norme de w fois le sinus de l'angle, fois le sinus ici de l'angle z0 w. Et là, je mets mon vecteur u. Une fois que je suis rendu ici, je vais pouvoir continuer mon raisonnement. Donc déjà, on voit que ça commence à bien se profiler. J'ai du cosinus phi v, cosinus phi v. Et ensuite ici, je vais donc avoir la norme de z0 c'est 1, la norme de w c'est 1. Sinus de z0 oméga, ben je regarde, z0 oméga, je tourne dans le sens horaire, il y aura donc un signe moins. Et ici, comme j'ai θ ici, l'angle que j'ai ici, il vaudra θ moins pi sur 2. Donc je vais me retrouver ici avec du sinus phi
sinus de θ moins pi sur 2 fois le vecteur u. Et sinus de θ moins pi sur 2, c'est une propriété ici de trigonométrie. Ça va me donner ici du moins cosinus θ. D'accord? Donc je vais me retrouver ici avec, pour formule finale, cos phi v moins u sinus phi cos θ u. Voilà. Et je remarque que c'est bien égal à d rond x1 sur d rond psi. Voilà. Donc j'ai bien démontré ici que d rond x1 sur d rond psi dans R0, c'est égal ici à z0 vectoriel x1. Et donc ça, j'aurais pu le faire pour les deux autres angles, θ et phi, ce qui va me permettre d'arriver à une formule générale pour ma dérivée vectorielle. Pour θ, comme je tourne par rapport à θ, j'aurai quelque chose fonction de u. D'accord? J'aurai donc ici du u vectoriel quelque chose, u vectoriel x1. Et ensuite pour phi, comme je tourne par rapport ici à z1, j'aurai du phi z1. Voilà, donc ça va me permettre ici de conclure sur la formule de la dérivée vectorielle. Alors, on va pouvoir conclure maintenant sur la dérivée de dx1 sur dt. Alors, vous imaginez, là, on est quand même parti dans un calcul assez long. Je l'ai fait simplement pour un vecteur. Vous voyez, en plus, je l'ai fait que pour la dérivée par rapport à psi. D'accord? On aurait pu faire pareil pour θ et pour phi. D'accord? On aurait vu les mêmes résultats apparaître. Et vous imaginez ensuite qu'il faudrait encore le refaire pour la dérivée de y1 de z1. Mais dans tous les cas, on retomberait sur les mêmes résultats. Si vous voulez, vous pouvez réutiliser la méthodologie que j'ai présentée ici pour l'obtenir pour les différents éléments. Ça peut être assez intéressant et un très bon entraînement. Alors, je vais rappeler les résultats que l'on a eu ici. Alors, pour le premier, on a eu ici du z0 vectoriel x1 du coup fois phi point, puisque la dérivée de ça, c'est égal ici à ça. Ensuite, pour le d rond x1 sur dθ, en fait, ce qu'il faut se souvenir, c'est comme je tourne par rapport, comme je dérive par rapport à θ, je tourne autour de u. Donc, je vais avoir ici du u vectoriel x1 θ point. Et enfin ici, je tourne par rapport à, d'un angle phi, donc je tourne par rapport à z1. Je vais donc avoir ici du z1 vectoriel x1 phi point. Et ensuite, je peux mettre tout ça en facteur. Et je vais me retrouver ici avec du phi point z0 plus θ point u plus phi point z1, le tout vectoriel x1. Voilà pour la dérivée. D'accord? Alors, si je prends les différents éléments que j'ai ici, tout ça, en fait, ça va être oméga ici de R1 par rapport à R0 en fonction des trois angles de l'air, des trois vitesses liées aux angles de l'air ici, vectoriel x1. On retombe bien sur le même format que ce que l'on avait obtenu dans le premier calcul de dérivée vectorielle. Ok? Donc ça veut dire que là on a pu généraliser, on l'a démontré, on l'a généralisé la dérivée vectorielle pour les trois angles de l'air. D'accord? Donc ça veut dire que si j'avais fait pour y1, j'aurais eu oméga R1 par rapport à R0 vectoriel Y1 et pareil pour Z1 ici. Donc je vais pouvoir avoir ici une formule générale avec une définition précise ici pour oméga, donc ce qui va être plutôt intéressant pour la suite des calculs. Donc là on est parti quand même dans des calculs assez longs, c'est pas insurmontable mais c'est assez long, donc je vous conseille peut-être de les refaire. Après dans la pratique, dans les exercices, ce qui est vraiment intéressant à retenir, c'est la formule de la dérivée vectorielle et l'expression de oméga en fonction des trois angles de l'air ici. Voilà. Alors voilà pour la première conclusion importante sur les formules de dérivée vectorielle. Dans un solide, en tenant compte des trois angles de l'air ici, donc j'ai une formule générale, la dérivée de O1m dans R0, c'est la dérivée de O1m dans R1, plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1m,
avec oméga de R1 par rapport à R0 qui a pour expression cette formule ici, fonction des vitesses des trois angles de l'air. Okay, donc grâce à ça, ça va nous permettre d'avoir une formule de la vitesse et de pouvoir déterminer la formule de la vitesse d'un point d'un solide indéformable. C'est ce que l'on va faire tout de suite après ici. Donc si je conclue ici, j'ai donc la vitesse du point M dans R0 qui est égale à la vitesse du point M dans R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M ici. Voilà. Donc voilà pour cette formule et ensuite on va l'utiliser pour le solide indéformable. Alors, on va arriver au premier point vraiment important qui sera vraiment utile pour la mise en pratique. C'est la vitesse d'un point dans un solide indéformable. On verra par la suite, ça nous permettra de rebondir sur la notion de champ de vecteur et de torseur pour laquelle je ferai une vidéo spécifiquement dédiée. Alors, j'ai appliqué la formule que l'on a vue précédemment dans le grand 3 à un vecteur AB d'un solide indéformable. Bon, je vais avoir ici la dérivée de AB dans le repère R0 qui est égal à la dérivée de AB dans le repère associé au solide S plus oméga de S par rapport à R qui correspond du coup à la vitesse de rotation du solide S par rapport au repère R0 ici, vectoriel AB. Vous voyez, donc, ici c'est simplement un copier-coller de la formule que l'on a démontrée précédemment. Et là on va voir quelque chose de très pratique, c'est que pour un solide indéformable, je sais que dans le repère du solide S, comme le vecteur AB il est constant, ça faisait partie de nos hypothèses, du coup ça c'est égal au vecteur nul. Ensuite, le vecteur AB qui est ici, je vais pouvoir le décomposer en AOO plus OOB. D'accord, le vecteur AB c'est égal à AOO plus OO plus OOB ici. D'accord, je vais donc avoir D de AOO sur DT plus D de OOB sur DT par rapport à R0 qui est égal à oméga de S par rapport à R0 vectoriel AB. Mais ce que j'ai là finalement, comment est-ce que je peux l'interpréter? Ça, je peux l'interpréter comme étant la vitesse du point B dans le repère R0. Et ça, on a donc l'opposé du vecteur OOA. Donc c'est moins la vitesse du point A dans le repère R0. Je vais donc avoir moins la vitesse de A appartenant à S dans R0, plus la vitesse de B appartenant au solide S par rapport au repère R0. Voilà comment je vais les noter ici, qui est égal à oméga de S par rapport à R0 vectoriel AB. Et j'en arrive, du coup finalement après toutes ces démarches, à la formule qui sera super importante pour la cinématique du solide, qui est que la vitesse d'un point B important dans un solide S dans un repère R0, c'est égal à la vitesse d'un point A appartenant au solide S par rapport au repère R0, plus oméga de S par rapport à R0, vectoriel AB. Voilà, donc ça c'est la formule à retenir pour la cinématique du solide. Alors vous me direz après, si je veux cette vitesse-là, il faut que je connaisse cette vitesse-là. D'accord? Donc parfois, on sera amené, ça va être un peu au cas par cas, ça va être en fonction des solides, des types de liaisons notamment entre les différents solides qui constituent le mécanisme, qui nous permettront d'avoir des informations sur cette vitesse-là. Voilà. Donc de cette formule-là, on va pouvoir s'en servir comme point d'appui pour ensuite donner la formule de l'accélération, déterminer les lois de composition des mouvements, et ensuite être capable de pouvoir déterminer des vecteurs vitesse dans le cas de mécanismes complets avec plusieurs solides qui constituent ce mécanisme. Voilà, donc là on est plutôt content parce qu'on a fait un beau parcours dans le calcul et la dérivée vectorielle. On arrive au final à cette formule-là. L'oméga de S par rapport à R0, c'est celui que j'ai défini précédemment. Et on l'utilisera ensuite pour la suite des démonstrations.